Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Je suis ravi de vous retrouver, Bruno Leroux, donc, est notre invité ce matin, patron des députés socialistes à l'Assemblée. Vous le savez, question directe, est-ce que vous pouvez disparaître dans la moitié des cantons français dans 2 jours ? Le commentaire qui vient d'être fait par M. Tabar, il est 3 jours avant le scrutin. Et donc aujourd'hui, les données sont connues de nos concitoyens. Oui, la gauche peut disparaître. Regardez tous les sondages. Elle met le bloc de gauche en tête. C'est pour ça que je vous pose cette question. Bien entendu. Mais moi, je vous dis que le bloc de gauche, partout dans tous les sondages, est en tête. Et largement en tête face à la droite et face au Front National. Et parce que nous sommes divisés, nous risquons de disparaître. Et donc c'est aux électeurs. La division qui a été faite par les candidatures, les partis qui n'ont pas voulu, parce que nous avons proposé pendant 6 mois des accords à tous les partis de gauche, il faut que les électeurs fassent le rassemblement de la gauche dès le premier tour par leur bulletin, en votant pour le candidat qui est capable de gagner au second tour. Vous allez rire, mais j'allais faire une comparaison avec une série américaine, c'est 24 heures ou 48 heures chrono, quoi, pour le Parti Socialiste. Mais avec l'écran, les croisillons, c'est sauvons les meubles. Mais monsieur Durand, quand on est capable de faire 3 jours avant le commentaire, eh bien, les électeurs doivent pouvoir se dire, en rentrant dans l'isoloir dimanche matin, qu'ils ne veulent pas de ce commentaire, qu'ils ne veulent pas le commentaire sur l'abstention, et donc qu'ils se déplacent, qu'ils ne veulent pas le commentaire sur la division. C'est le frémissement que sent Manuel Valls, ça ? Je pense que nous sentons aujourd'hui que les électeurs de gauche n'acceptent pas, parce qu'il n'y a pas, quand vous voyez les sondages, là encore, de rejet de la gauche. Il y a de la division. Il y a de la division à gauche qui risque de nous condamner dans des départements. Un journal, un de vos confrères ce matin, disait que nous sommes en situation de pouvoir perdre éventuellement le Val-de-Marne. Et quand on regarde le sondage, le bloc de gauche est à plus de 50%. Et la droite est uniquement à 31. Eh bien, la division, il faut que les électeurs règlent ce problème dans l'isoloir. En votant pour le parti qui est capable de gagner au second tour, c'est-à-dire les candidats socialistes et écologistes. Question, Bruno Leroux. François Fillon, ce matin dans le Figaro, Manuel Valls est un hystérique. Il hystérise la campagne, il invente une sorte de délire, dit-il, absence intellectuelle autour du Front National, etc. Est-ce que c'est Manuel Valls qui instrumentalise les questions vestimentaires ? Est-ce que c'est Manuel Valls qui instrumentalise les questions alimentaires aujourd'hui ? Il ne dit pas qu'il est instrumentaliste, il dit hystérise la campagne. Mais il n'y a pas d'hystérisation de notre part. Il y a des réponses qui sont apportées au problème. Mais oui, mais Fillon dit n'importe quoi. Il essaye, parce qu'il ne veut pas en cette fin de campagne critiquer Nicolas Sarkozy qui donne un ton à cette campagne justement de psychose alimentaire, psychose vestimentaire contre l'islam. Il va reprocher au Premier ministre de dire des choses concrètes qui parlent aux Français. Je ne comprends pas, et d'ailleurs Monsieur Fillon, il dit peut-être ça en fin de campagne parce qu'on ne l'a pas entendu pendant la campagne, parce qu'il a été absent pendant cette campagne. Et donc il faut trouver la petite phrase pour permettre d'exister 2 jours avant, cela n'a aucun intérêt. Est-ce que vous considérez, parce qu'on en parle beaucoup, que l'affaire Montebourg-Habitat, vous allez me dire, on change totalement de domaine, mais est une affaire qui est bonne pour le Parti Socialiste. C'est-à-dire, au fond, d'un des hiérarques du Parti Socialiste, participant aux primaires, qui dit, au revoir, à bientôt, je vais dans le privé, la politique, c'est injouable. La question, j'ai toujours pensé qu'il fallait favoriser pour la régénération. On passe du coq à l'âne, mais ça joue un rôle quand même. Parce qu'il y a beaucoup d'articles ce matin qui commentent ce départ. Mais pas simplement du coq à l'âne, mais je considère que la vie publique est une vie qui n'est pas un métier, et donc qui doit connaître d'autres. Mais je pense qu'il a raison, il a voulu arrêter parce qu'il avait un désaccord sur la politique telle qu'elle était menée, parce que peut-être il n'en pouvait plus, il avait besoin de respirer, il décide d'aller dans le privé, mais on ne peut pas opposer. Moi, c'est pas parce qu'il travaille pour Habitat demain que j'irai le pointer du doigt en disant qu'il a trahi quelque chose. On peut aujourd'hui créer de la richesse, s'occuper de salariés, faire en sorte qu'il y ait des fiches de paye qui puissent tous les fins de mois être remis à des salariés avec des entreprises qui sont en bonne santé. Ce n'est ni trahir son pays, ni trahir ses valeurs que de travailler pour le secteur privé. Mais il était à la gauche de la gauche, et c'est vrai que si je vous pose cette question concernant un contexte qui est un contexte électoral, c'est qu'au fond les gens se disent, tiens, c'est quand même bizarre, on a un ministre de l'économie qui est banquier, on a un ancien patron de la gauche du PS qui maintenant devient directeur général d'une grande boîte, donc Mais peut-être que nous verrons... Vous parlez du trouble de l'électorat, c'est normal qu'il soit troublé. Mais il peut être Il n'est pas devenu plombier zingueur. Je pense qu'il ne faut pas... les connaisse, il est directeur général d'Habitat. Je pense qu'il ne faut pas être troublé. Peut-être verrons-nous qu'il est plus à l'aise comme directeur général d'Habitat que comme ministre de l'économie. Donc c'est un mauvais ministre. Mais je ne dis pas cela. Il était à côté de ses pompes. Je dis simplement qu'il a choisi de quitter le gouvernement. Il fait autre chose aujourd'hui. Je respecte ce choix et il n'a pas à être montré du doigt. Je ne vois aucune trahison dans les choix d'un homme
monde ironise, aujourd'hui. il ne le montre pas du doigt, il trouve ça plutôt même intéressant. Eh bien, voilà. S'il trouve ça intéressant, je pense que ça n'autorise pas de forme d'ironie, justement. Question, est-ce qu'on est déjà, de la part de François Hollande, dans le remaniement ? Parce que ça aussi, c'est quand même une chose qui est... Vous nous dites, il nous reste 48 heures pour nous en sortir, et on voit François Hollande qui se dit, celui-là, je vais peut-être m'en débarrasser, non, celui-ci. Moi, je pense que le temps de la préélection... C'est pas une aide, quand même, ça. C'est pas le temps du remaniement, c'est... le président de la République n'a jamais laissé entrevoir la moindre forme de remaniement. Par contre, c'est un sujet récurrent aujourd'hui du commentaire politique. Sera-t-il obligé de remanier ? Les choses sont déjà claires. Le remaniement comme réponse... Mais non, il n'aura pas lieu. Il n'y aura pas de remaniement après le deuxième tour. Mais il n'y aura pas de remaniement puisque la chose est déjà totalement assurée. Le Premier ministre sera conforté par le Président de la République. Il restera en poste. Et à partir du moment où il n'y a pas de changement de Premier ministre, il n'y a pas de remaniement au sens où vous l'entendez. Mais qu'il y ait ensuite dans les prochains mois un certain nombre de parlementaires, enfin de ministres qui disent « je veux me consacrer à d'autres combats ». Il y a par exemple l'exemple, on le cite souvent, de Madame Delga qui a été désignée tête de liste par les militants sur la grande région Languedoc, mais là, ce n'est pas un c'est petit exemple. Là, moi, je vous parle de Macron prenant un grand ministère de l'économie, François Rebsamen qui quitterait le ministère du Travail. C'est pas un petit remaniement. Mais tout ça, c'est de la science-fiction. Donc je comprends que l'on puisse jouer à des mécanos et que l'on puisse avoir intérêt à voir les possibilités. Pour l'instant, ce que nous demandons aux électeurs, c'est d'aller voter dimanche, d'éviter le remaniement. Et parce que s'ils se disent qu'en n'allant pas voter, il y aura un remaniement, de toute façon, ils seront déçus. Il n'y en aura pas. Ensuite. Et donc, pour l'instant, la priorité, c'est le vote dimanche prochain. Et je pense que l'heure n'est pas à un remaniement. Est-ce que vous considérez que la vie politique en France, je parle des échéances qui viennent, mais surtout des échéances à venir, va avoir un caractère très particulier? C'est que ce sera probablement la première, je parle de la présidentielle, la première grande élection nationale qui se fera sur une pression de l'étranger et du terrorisme jamais vue. Il y aura cette pression. Et dans le même temps, je pense que rien ne sera possible dans notre pays, notamment pour la gauche, si elle n'a pas réussi sur les chantiers intérieurs. Le premier chantier devient celui de la protection des Français. En tout cas, c'est celui qui nous est demandé. Mais le chantier du chômage, le chantier de la croissance, le chantier de l'investissement des entreprises, ce sont des chantiers que nous avons... Le terrorisme pose un problème en France, pose un problème avec une minorité agissante, peut expliquer une partie des sondages du Front National, et évidemment met le PS sur la sellette sur un certain nombre d'aspects, notamment la politique pénale avec Mme Taubira. Ce n'est pas un argument du MP que je vous resserre, c'est simplement une constatation de réflexion générale de la façon dont évolue le paysage politique. C'est pas comme en 2012, c'est pas comme avant. Et c'est une donnée, Guillaume Durand, importante. Pour autant, dans les prochains mois, elle n'autorisera pas tout. Prenons l'exemple. C'est pas que pour les Français. Non, mais prenons l'exemple du projet de loi sur le renseignement. Nous avons pris le temps, le président de la République avait posé le chantier avant que nous connaissions le mois de janvier que nous avons connu. Il y a une concertation de tous les partis. Il y a un texte qui va donner une base légale à nos services de renseignement. Il n'y a rien de dérogatoire dans ce que nous allons mettre en place. Il n'y a rien qui ressemble à un liberticide. Il n'y a rien de liberticide. Et donc, il y a les avocats qui s'inquiètent. Oui, mais ils ne doivent pas s'inquiéter. Le bâtonnier, monsieur le sûr, il est inquiet. Oui, mais Robert Badinter, que j'écoute avec attention toujours sur ces questions, a dit l'État républicain, ça ne peut pas être l'état de faiblesse dans ces situations. Pardonnez-moi, mais Robert Badinter, qui est un homme éminent, c'était le garde des Sceaux d'il y a 30 ans. Oui, c'était le président du Conseil constitutionnel et c'est une voix aujourd'hui respectée sur la question des libertés. Moi, je parle des avocats d'aujourd'hui, qui sont les bâtonniers d'aujourd'hui. Mais je pense qu'ils ont absolument tort. Il n'y a rien qui ressemble à un Patriot Act à la française. Il y a une base légale donnée à nos services de renseignement et il faut nous protéger. Vous avez raison quand vous dites nous serons sous la pression du terrorisme. Mais Raffarin dit il manque 3 milliards dans le de budget dans le ministère de la Défense. Au fond, ils font le constat, pas forcément pour des raisons politiciennes, que le niveau de Vigipirate et l'attention que vous portez à toutes ces questions-là, qui a été souligné plutôt positivement pendant les attentats, il n'y a plus de moyens pour vraiment protéger les Français. C'est totalement faux. Nous avons donc simplement été à la hauteur au mois de décembre, au mois de janvier. Pas Moi, je vous parle de la protection aujourd'hui. Mais nous sommes en même temps à la hauteur aujourd'hui. C'est la première fois qu'une loi de programmation militaire est respectée. C'est dur de la respecter, mais c'est la première fois. Auparavant, on avait des... 3 milliards, dit Raffarin. Mais il ne manque pas 3 milliards. Nous aurons les 3 milliards, puisque nous avons même voté dans la loi Macron un article qui est débattu sur les sociétés de projet, qui vont permettre d'avoir justement les 3 milliards de ressources exceptionnelles qui manquent aujourd'hui. Donc, cette question des budgets, elle est présente. Elle n'est pas facile, mais nous la respectons. Et donc, personne n'a intérêt
Et je pense à laisser penser aujourd'hui que nous serions désorganisés en matière de défense, alors que nous menons jusqu'à 6 opérations, avec l'opération Sentinelle sur le territoire français, avec des soldats qui sont mobilisés comme ils ne l'ont jamais été. Et donc, en matière de protection, nous sommes à la hauteur aujourd'hui, et je pense qu'il n'est pas de bon comportement républicain que de vouloir créer la polémique sur ce terrain-là. Pardonnez-moi de vous demander de répondre brièvement. Ce matin, dans Libération, Alain Duhamel parle de Marine Le Pen, et il fait un portrait assez dur. Il dit « Elle est énergique, elle est intelligente, mais elle est brutale et peu cultivée, c'est un danger ». Vous êtes duhamélien ? Oh, non, moi je pense qu'elle est dangereuse, surtout. Mais je ne vais pas sur la question de la culture. Je n'ai jamais eu l'occasion de passer une soirée à discuter, comme je peux le faire avec d'autres amis qui font de la politique et qui ne sont pas de mon parti. Et donc, je ne veux pas m'aventurer sur ces terrains-là. Je dis que simplement, elle est dangereuse politiquement. Elle est dangereuse pour notre pays. Et je ne conseille à personne de vouloir tenter cela comme une expérience. Les expériences d'extrême droite, elles n'ont jamais marché nulle part, absolument nulle part. Bruno Leroux était notre invité ce matin. On va retrouver sur l'antenne d'LCI Damien Givlet, toute l'équipe évidemment de LCI avec beaucoup de plaisir, et Sophie Paolini sur celle de Radio Classique. Bonne journée à vous. Alors le truc